vous le direz à la fin, si ça vaut la peine. Okay. Donc, le livre en question, c'est « Je veux être un esclave » qui a été publié l'année passée, au mois d'octobre, chez Poète de Beauce. Un drôle de titre, « Je veux être un esclave », mais avant de commencer, je vais vous dire un peu à quoi vont ressembler là, les grands thèmes de ma conférence, qui va être assez bref. Donc, dans un premier temps, je vais faire un petit clin d'œil à la Boétie, à son discours sur la servitude volontaire, parce que le titre renvoie à ça. Ensuite, je vais vous parler de l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire ce livre-là? Je vais vous parler rapidement des trois postulats, si on peut dire, qui sont à la base de ma conception d'éducation, pour ensuite, justement, pointer du doigt un certain nombre d'aberrations qu'on retrouve à la fois dans la nouvelle pédagogie, dans le renouveau pédagogique et dans les technopédagogies. Okay? Donc, on va s'en aller vers ça. Ensuite, dans la dernière partie, je vais vous donner quelques exemples que je vais garder pour la fin, des différentes conférences, de différentes écoles privées qui ont décidé de plonger là, à fond dans cette nouvelle approche. Je vais vous parler aussi d'un manifeste, simplement en vous donnant un certain nombre de citations. Et là, ça va illustrer assez clairement mon propos que j'aurai présenté tout au long de ma conférence. Et ensuite, je vais faire un dernier point sur les TIC, les technologies d'information et des communications, les TIC qui se trouvent à être, d'après moi, une sorte de cheval de Troie qui sont venus donner un second souffle, si on peut dire, à la réforme, au renouveau pédagogique. Okay? Et ensuite, il va y avoir une conclusion rapide. Okay? Donc, on commence. Le titre, « Je veux être un esclave », évidemment, il faut le voir d'une façon ironique. « Je veux être un esclave », évidemment, c'est un clin d'œil à Étienne de la Boétie, qui a écrit en 1546 ou quelque chose du genre, alors qu'il avait à peine 16, 17 ou 18 ans, le fameux discours de la servitude volontaire. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et dans ce discours-là, justement, il se pose la question: comment ça se fait que pas un, pas deux, pas 100, mais comment ça se fait qu'à son époque, où on avait seulement des monarchies en place, comment ça se fait que des millions de personnes acceptent d'obéir à un tyran? Okay? Donc, dans ce petit texte-là, qui fait à peine 20 pages, il commence par donner des réponses. Est-ce que c'est par lâcheté? Est-ce que c'est par couillardise? Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur de la force? Par manque de courage? Finalement, il finit par dire, par cibler que c'est par habitude. Si les gens obéissent à un tyran, s'ils décident de renier leur propre liberté, c'est parce qu'ils ont été élevés de cette façon-là. Okay? Donc, il dit par exemple, cette opiniâtre volonté de servir qu'il semble maintenant que l'amour même de la liberté ne soit pas si naturel. Okay? Parce que pour la Boétie, c'est un postulat de base chez lui que je vais contester plus tard, mais pour la Boétie, la liberté est naturelle. C'est un don de la nature et donc de Dieu. Donc, elle est là en partant. Et il s'interroge sur l'idée comment ça se fait, si elle est si naturelle que ça, comment ça se fait que les gens ne veuillent pas la défendre. Okay? Donc, la réponse qu'il donne, évidemment, je résume vraiment rapidement, c'est de dire que ça découle de la façon dont les gens ont été nourris. Une vieille expression à l'époque qui veut dire la façon dont les gens ont été élevés, éduqués, on pourrait dire aujourd'hui. Donc, c'est sur ce thème-là, moi, que je débute ma réflexion en 2014. Mais il va y avoir un élément déclencheur. C'est le fameux congrès de l'aile jeunesse du Parti libéral qui va se tenir à l'université Bichat. Okay? Les jeunes libéraux sont réunis et là, on décide de s'en prendre au cégep. Et là, on propose, suite à une résolution qui va être adoptée à la majorité, qu'on aimerait abolir les cégeps. Parce qu'on aimerait que la formation soit axée vers ce qui est utile, okay? Et qu'on laisse tomber justement la formation générale. Donc, les cours de littérature, les cours de philosophie, les cours de poésie, tout ce qui est inutile à leurs yeux. Okay? Parce que eux, ce qu'ils veulent, les jeunes libéraux, à cette époque-là, c'est que l'éducation soit branchée vraiment sur le marché du travail. Okay? Que l'éducation vienne répondre, se présente comme une sorte de courroie de transmission qui va faire en sorte qu'on va pouvoir trouver un emploi, un bon job, c'est-à-dire, comme disait Yvon Deschamps des années 70. Okay? Donc,
évidemment, ça me renvoie à l'idée qu'on retrouve souvent chez nos jeunes étudiants, par exemple. Lorsqu'un étudiant arrive en philosophie, et c'est normal, il arrive du secondaire, et souvent il nous questionne à quoi ça sert la philosophie. Hein? Moi, tanné d'entendre cette question-là, je regarde l'étudiant à ce moment-là et je lui demande, toi, à quoi tu sers? OK? Là, disons que la conversation se termine souvent. Toi, à quoi tu sers? Mais ça renvoie quand même l'idée. Est-ce qu'on doit tout questionner en termes d'utilité, en termes d'instrumentalisation? Et là, ça me permet de parler d'Aristote, justement. Parce que pour Aristote, hein, vous savez qu'en Grèce antique, à Athènes en particulier, l'esclavage était de mise, c'était un rouage important de l'économie athénienne et grecque en général. Un esclave, nous dit Aristote, c'est un outil vivant, okay, qui est là pour répondre au commandement du maître. Et d'ailleurs, il y a une citation dans son œuvre, le Politique, il nous dit « L'être qui, par son intelligence, a la faculté de prévoir, ça c'est le maître, est par nature, hein, c'est inscrit dans la nature pour Aristote, est un chef et un maître, tandis que celui qui, au moyen de son corps, l'esclave, est seulement capable d'exécuter les ordres de l'autre, est par sa nature, c'est important, un subordonné et un esclave. 2 points, de là vient que l'intérêt du maître et de l'esclave se confondent, comme dans un monde où tout est parfait. Les deux se complètent. Okay? C'était la conception de l'esclavage qu'on retrouve chez Aristote. Donc l'esclave, pour lui, est un outil vivant, et un outil, ça doit servir à quelque chose. Okay? D'ailleurs, il prend aussi l'exemple des fameux couteaux de Delphes. Hein? À Delphes, on faisait des couteaux, mais c'était un peu les couteaux suisses de l'époque. Des couteaux qui pouvaient remplir toutes sortes de fonctions. Aristote dit non, ça c'est pas bon, c'est contre nature. Un couteau doit répondre à une seule fonction, comme tout autre outil, comme l'être humain en général. Il y a des êtres humains qui viennent au monde pour être des esclaves, d'autres pour commander. Et c'était sa façon à lui de justifier justement une position assez utilitariste comme telle. Bon, la proposition des jeunes libéraux à l'époque a été rejetée. C'est comme ça que j'ai réussi à garder mon emploi. Okay? Donc, la proposition des jeunes libéraux a été rejetée par M. Philippe Couillard, mais sauf que lui a rejeté cette proposition-là, pas en vantant les mérites de la formation générale. Non. L'argument qu'il a amené, c'était de montrer que non, les cégeps sont importants pour le développement économique régional. C'était ça son argumentation. Okay? C'est une anecdote, okay? Mais pour moi, c'est plus qu'une anecdote. Okay? Je suis entré en matière, mais pour moi, c'est une tendance de fond qu'on voit aujourd'hui. C'est même un symptôme de ce qui se passe un peu partout dans notre réseau de l'éducation, autant au primaire, secondaire, au collège un peu, et à l'université aussi. Okay? Mais... Un autre exemple, avant d'arriver à mes concepts, à mes postulats de base. En 2016, il y a un jeune étudiant de 15 ans du collège Héritage de Châteauguay. Lui, là, il était tanné d'avoir les cours là, qui étaient dispensés à son école. Il voulait que les cours soient plus utiles. Mais c'est un jeune de 15 ans. Il décide de faire passer une pétition dans son école. Sur 600 étudiants, 450 étudiants ont signé en faveur de sa pétition pour qu'il y ait des cours utiles à l'école, des cours de premiers soins, d'autodéfense, de mécanique, comment faire un budget, une déclaration de revenus, etc. Okay? Bon, c'est un jeune de 15 ans, c'est tout à fait cute, ben, on ne peut pas reprocher ça à un jeune, sauf que moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est de voir que sur un site Facebook très connu, okay, que je nommerai pas, il y a plusieurs enseignants qui sont venus appuyer cette démarche-là. Oh, là, je me suis dit, là, c'est pas normal. Okay? Que des étudiants qui sont en formation proposent une approche utilitariste, ça va, ils sont en formation, mais que des enseignants viennent appuyer cette démarche-là, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est pour ça que dans mon livre, je suis souvent assez sévère, okay, à l'endroit de plusieurs enseignants, pas de tous, mais de plusieurs enseignants, et aussi de certaines directions d'école, parce que je les accuse, évidemment, il y a un peu d'effet de toge dans certains textes, je les accuse d'être les complices de leur propre esclavage. Okay? Je les accuse aussi de démissionner. D'ailleurs, il y a un texte là, qui s'appelle « La démission tranquille », dans mon texte, qui est paru dans la revue Argument, un
un texte plus long que les autres. Donc, je les accuse de démissionner, de lancer la serviette, de se mettre au service d'un système qui fait pourtant tout pour les rabaisser dans leur fonction propre, qui est d'enseigner, de transmettre du savoir. Okay? Je les accuse aussi d'accepter souvent, rapidement, de devenir des animateurs de groupe, de se mettre aussi au niveau de l'étudiant, okay? Au lieu d'élever l'étudiant vers leur savoir. Je les accuse aussi de vouloir souvent, rapidement, par facilité, de vouloir à tout prix, l'expression, ludifier, okay? Amuser les étudiants, les distraire, parce que maintenant, c'est le péril. Il faut distraire les étudiants, mais moi je le vois dans les deux sens du terme, là, mais parce que sinon, ce qu'il nous dit, c'est qu'on les perd. Bon. Mais moi, je vous ramène à une citation de Fanny Capel, dans un livre qui a pour titre « Qui a eu cette idée folle un jour de casser l'école ?» Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est merveilleusement écrit. Elle dit « J'ai aimé l'école parce qu'elle n'a jamais répondu à mes attentes. » C'est assez intéressant. « J'ai aimé l'école parce qu'elle n'a jamais répondu à mes attentes. » Moi, je vais dans ce sens-là. L'école n'est pas là pour répondre aux attentes des étudiants, des enfants de 7 ans, 8 ans. Non, elle est là pour leur montrer ce qu'ils n'ont jamais même pu imaginer. Okay? Donc, c'est parce que moi, j'ose encore affirmer que l'enseignant en sait davantage que l'étudiant, que l'élève. Ça, c'est dangereux de dire ça aujourd'hui. Okay? J'ose affirmer que l'enseignant n'a pas à répondre au goût, aux attentes de l'élève. J'ose affirmer qu'un enseignant n'a pas à remettre en question constamment, oui, une fois, 2 fois dans une carrière, mais l'enseignant n'a pas à remettre en question constamment ses méthodes pédagogiques, ses façons d'enseigner, son approche et surtout ses convictions pédagogiques, s'ils en ont. Okay? Ça, c'est un symptôme, on va revenir sur ça tantôt. Okay? Et là, j'arrive à mes 3, justement. Avant de critiquer les nouvelles approches pédagogiques, mon approche se base, dans le fond, sur 3 ou 4 postulats de base. Le premier, ça dit que la liberté humaine n'est pas donnée, mais à conquérir. C'est drôle à dire, mais souvent, lorsqu'on lit des philosophes comme Hobbes, Descartes, Rousseau, la Boétie aussi, là, dont je parlais tantôt, pour eux, c'est évident. La liberté, elle est là dès le départ. C'est un don de la nature, un don de Dieu. Okay? Et c'est un peu ce qu'on retrouve dans les déclarations des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dans la déclaration d'indépendance des États-Unis de 1776, dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, quoique là, on commence à présenter ça comme un idéal, dans la Charte québécoise et canadienne des droits de la personne. Sauf que c'est comme si, lorsqu'on déclare que la liberté, c'est un don, okay, de la nature ou de Dieu, c'est comme si c'était un petit peu de monnaie qu'on nous donne et qu'on met dans notre poche et ensuite on passe à autre chose. Moi, l'idée que j'ai plutôt, c'est de dire que la liberté, là, c'est une conquête. On ne vient pas au monde libre, au contraire. Lorsqu'on vient au monde, on est dépendant de la nature. Vous voyez, moi, je renverse le concept de nature. Pour moi, il faut combattre la nature pour devenir libre. Ses instincts, ses pulsions, tout ce qui est génétique. Et ça, pour moi, ce n'est pas une conquête qui est terminée à telle ou telle époque. Non, c'est une conquête qui est toujours à reprendre. Okay? Et même plus, parfois, la liberté, il faut la voir comme un comme si. Dans le sens qu'il faut faire comme si on était libre, même si c'est vraiment pas évident. Parce qu'on sait bien qu'on est déterminé par la biologie, par le social, par toutes sortes de propagande. Mais on est obligé dans notre système de faire comme si on était libre, parce que sinon, il n'y a plus rien qui fonctionne. La justice, puis... OK? Mais au niveau de la nouvelle pédagogie, on le verra tantôt, on prend pour acquis que la liberté est là dès le départ. Okay? On a déifié, choséifié ce concept-là. On verra qu'est-ce que ça va donner plus tard. J'ai une belle citation ici de Fernando Savater. Il dit « Nous ne partons pas de la liberté, nous y arrivons. Okay? » Être libre, c'est se libérer de l'ignorance primordiale, du déterminisme génétique, d'appétit et de tendances instinctives. Okay? C'est dans un petit livre qui s'appelle « Pour l'éducation ».
Donc, pour moi, la liberté, loin d'être un cadeau ou un don, c'est une conquête qui est toujours à refaire, qui n'est jamais complétée. C'est mon premier postulat. Et ça, cette liberté-là, justement, elle s'acquiert à l'aide de deux choses fondamentales, c'est l'éducation et le politique. Okay? L'éducation, le politique, ça nous permet d'être moins esclaves, justement, d'un système, des modes, des préjugés, de la propagande, des autres, de la technologie, je vais m'étendre sur ça tantôt, mais aussi de nous-mêmes, dans ce qu'on a de plus primaire. Okay? Donc, et ça se fait, quand je parle de l'éducation, cette conquête de la liberté se fait grâce à la culture, justement, dans le sens fort du terme, aux connaissances, au savoir, au travail de l'esprit. Et c'est ça qu'il faut, justement, valoriser dans notre système d'éducation. On verra tantôt que ce n'est pas le cas. Okay? Deuxième principe, mais le deuxième répond au premier. Au départ, là, la vie, pour moi, n'a pas de sens. C'est un chaos incroyable. Le sens, comme la liberté, il n'est pas donné au début. Non. Lorsqu'on arrive au monde, tout est à faire. Il faut créer du sens, tisser du sens pour sortir de ce chaos-là originel. J'aime bien cette idée chez les Grecs. Hein? À l'origine, dans la mythologie grecque, c'est le chaos originel. Le chaos où tout est en désordre. Et tranquillement, dans la mythologie grecque, on passe de la première génération, deuxième et troisième génération de Dieu. Et là, tranquillement, les Grecs ont cette idée qu'on passe d'un chaos originel vers un cosmos, qui veut dire justement ordre. Hein? Cosmos, ordre, beauté, harmonie, etc. Okay? Donc, c'est un peu ce qui se passe dans nos vies, dans notre vie particulière, mais aussi au niveau de la société. Il faut prendre l'enfant, il faut lui permettre il faut lui donner la chance de tisser du sens. Et ça se fait, encore une fois, de construire ce sens-là. Ça se fait, encore une fois, grâce aux autres, grâce aux parents, aux enseignants, et à l'éducation, au savoir, aux connaissances, à la tradition dans laquelle l'enfant va être plongé. Et c'est à travers tout ça qu'il va tranquillement pouvoir tisser du sens dans sa vie. Okay? 3 petites citations rapides. Nous sommes des nains juchés sur des... Nous sommes des nains juchés sur des épaules de géants. Vieille citation de Bernard de Chartres. Parce que justement, si on est capable de voir plus loin, c'est parce qu'on profite de la tradition, c'est parce qu'on profite de ce que les autres ont vu avant nous, de ce que les autres ont défriché. Okay? On va revenir sur cette citation-là tantôt, vous allez voir. Ensuite, l'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. Ça, c'est Emmanuel Kant, dans son petit traité de pédagogie. L'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. Et une dernière citation, la culture n'est point un heureux accident ou un luxe, c'est la définition même de l'homme. Okay? Tantôt, on verra une citation, bon, l'homme est par nature un être de culture. Ce n'est que grâce à la culture que l'homme peut accéder, cette bébite-là, cet animal-là, ce n'est que par la culture que l'homme peut accéder à son statut d'humanité, si on peut dire. Okay? Troisième principe. Vous allez voir où je m'en vais tantôt là, avec ces principes-là, mais vous pouvez deviner facilement déjà. À l'origine, l'enfant, contrairement à ce que certains pensent, à l'origine, l'enfant, l'être humain, n'est pas bon en soi. Hein? Ça nous vient de Rousseau et des philosophes de cette époque-là. Hein? Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur l'origine et le fondement de l'inégalité parmi les hommes, dans son discours sur les sciences et les arts, et surtout dans l'Émile, que j'ai relu cet été. Hein? D'ailleurs, j'ai fait paraître, il y a quelques semaines, dans le devoir de philo, là, vous pouvez le trouver dans le devoir, un texte sur Rousseau, que je présente comme un peu celui qui est à l'origine, qui a influencé grandement la pédagogie nouvelle. Okay? Rousseau dit, par exemple, qu'il sache que l'homme est naturellement bon, qu'il le sente, qu'il juge de son prochain par lui-même, mais qu'il voit comment la société déprave et pervertit les hommes. Ça, c'est dans Émile, vers la fin, page 525 dans Pléiade. Il y a cette idée-là de fond chez Rousseau, qui va être repris, qu'on va retrouver partout. Vous allez voir dans la nouvelle pédagogie, c'est de dire que l'enfant, lorsqu'il vient au monde, est bon, c'est la société qui le corrompt. Donc, il faut protéger l'enfant de cette société-là. Dans l'Émile, c'est vraiment ça. Hein? C'est pour ça qu'Émile va être élevé à la campagne par un précepteur unique qui va s'occuper de lui, de la naissance jusqu'à l'âge adulte,
jusqu'au moment où il va épouser la belle Sophie. Bon, il faut le... Et d'ailleurs, dans Émile, le précepteur qui s'occupe de Émile, il ne lui enseigne rien. Il ne fait que le mettre dans des situations pour que l'enfant découvre par lui-même un ensemble de grands principes. C'est exactement ce qui est à la base de la pédagogie nouvelle. Okay? Aujourd'hui, on appelle ça la pédagogie de la découverte. Vous voyez, on le met, il ne faut pas lui donner les réponses. Vous allez le contaminer si vous faites ça. Vous allez lui transmettre tout ce qui est corrompu dans la société. Donc, il faut laisser l'enfant découvrir par lui-même. Évidemment, il faut ludifier. Je n'ai pas dit lubrifier, j'ai dit ludifier son éducation. Hein? Ses méthodes pédagogiques, il faut le laisser s'amuser parce que qui va être l'enseignant de l'enfant? Ce ne sera pas le précepteur, parce que lui, il est déjà corrompu par la société. Ça va être la nature et les choses. C'est ce que Rousseau dit en toutes lettres. Celui qui va enseigner aux jeunes Émile, ça va être la nature et les choses. Les choses, ça veut dire l'expérience concrète. Et la nature, ça veut dire il faut le laisser en contact avec sa bonne nature. Okay? La nature, comme Rousseau dit, cette nature qui ne ment jamais. Okay? Donc, et découle de ce principe-là, troisième, un quatrième, je dirais, moi j'ai de la misère avec l'idée, qu'on retrouve partout, là, que les enfants sont naturellement curieux. Okay? Les enfants ont un désir inné de découvrir. Moi je ferai la part des choses. Oui, au niveau animal. Hein? L'enfant, avant qu'il soit éduqué, civilisé, est comme un petit animal, et comme les animaux sont curieux, ils aiment explorer. Mais au niveau intellectuel, moi, dans mon expérience, et il y a plusieurs profs ici, on sait très bien qu'il y a des jeunes qui n'ont pas cette curiosité intellectuelle-là innée, même si on essaie de se raconter cette histoire-là. Par contre, ça peut peut-être se développer. Et ça, encore une fois, comme mes deux principes, ça peut se faire grâce à l'éducation, en les mettant en contact avec la culture, le savoir, etc. Okay? Vous allez voir où je m'en vais. Et de ça découle justement, de ces 3-4 principes-là, c'est de ça que découle un certain nombre d'aberrations. Là, je vais insister surtout sur la première aberration qu'on retrouve dans la pédagogie nouvelle et surtout dans les technopédagogies. Okay? C'est de dire, et ça c'est omniprésent, c'est de dire qu'aujourd'hui, avec le net, avec Google, apprendre des choses n'est plus rendu nécessaire, puisque tout est disponible au bout des doigts. OK? Donc, au lieu de demander aux élèves et aux étudiants d'assimiler une somme, l'expression n'est pas de moi, vous allez voir d'où ça vient tantôt, une somme phénoménale de connaissances, au lieu de leur demander d'apprendre des choses par cœur, on va plutôt se concentrer sur les compétences. OK? On va s'occuper des choses plus essentielles, selon eux. Okay? Donc, le savoir, dans ce contexte-là, évidemment, il va y en avoir du savoir qui va être transmis, mais ça va devenir accessoire pour développer ces fameuses connaissances, ces fameuses compétences. Il y en a 9, des compétences transversales, peut-être 10, peut-être 12, ça varie selon la météo. Je vous en nomme. Résoudre des problèmes, exploiter l'information, exercer son jugement critique, mettre en œuvre sa pensée créatrice, se donner des méthodes de travail efficaces, exploiter les technologies de l'information et de la communication, actualiser son potentiel, coopérer, communiquer de façon appropriée. C'est les 9 compétences et il s'en ajoute comme ça régulièrement. Développer l'entrepreneurship chez les jeunes, okay? Développer, leur permettre d'exprimer leurs opinions, de communiquer, d'innover, c'est le nouveau, c'est la saveur du mois. La SAQ maintenant, il faut développer le sens de l'innovation, ça c'est la nouvelle. Donc ici, c'est omniprésent, même au cégep, là, on va davantage essayer de développer la forme du savoir et souvent au détriment des contenus. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de contenu, mais les contenus vont se mettre au service des compétences. Okay? Bon. Et là, plusieurs, j'ai lu ça plusieurs fois, je vais vous donner une citation tantôt, plusieurs vont se servir de Montaigne pour appuyer leur position.
Vous connaissez la fameuse phrase de Montaigne, lorsqu'il dit « vaut mieux que l'élève ait la tête bien faite que plutôt que bien pleine ». Ça vous dit quelque chose? Vaut mieux que l'étudiant ait une bonne tête qu'une tête bien pleine. Lorsqu'on retourne, ça on l'entend constamment, lorsqu'on retourne dans les essais de Montaigne, premièrement, on se rend compte que Montaigne avait une tête bien faite, mais surtout bien pleine. Si vous avez lu les essais, c'est incroyable le nombre de choses il avait tout lu à son époque. Hein? Il pouvait citer. Là. En plus, c'est que lorsqu'on lit un peu plus bas de cette phrase-là, ça c'est dans l'essai qui s'appelle Sur l'éducation des enfants, okay? Livre 1, chapitre 25. Lorsqu'on lit quelques lignes plus bas, on se rend compte que Montaigne ne parle pas de l'élève, des jeunes, il parle du précepteur. Le précepteur doit avoir une tête bien faite et bien pleine. Si on continue plus bas, on voit bien que Montaigne n'opte pas pour un ou pour l'autre. Il dit qu'il faut les deux pour le précepteur, c'est-à-dire du contenu et du jugement. On dirait aujourd'hui du savoir et des bonnes valeurs. Voyez? Et d'ailleurs, si on va dans un autre essai qui s'appelle « Sur le pédantisme », okay? Montaigne se moque des savants, entre guillemets, de son époque, okay? Qui ont été formés dans la pure tradition scolastique, là, qui, eux, aimaient répéter ce qu'ils avaient, c'est son mot, ce qu'ils avaient grappillé à gauche et à droite dans tous ces textes de la tradition. Okay? Montaigne se moquait de ces gens-là, qui apprenaient par cœur, sans savoir ce qu'ils répétaient. Okay? Montaigne nous dit, c'est très imagé, là, c'est un bijou, regorger, vomir, regorger la nourriture comme on l'a avalée est une preuve qu'elle est restée crue et non assimilée. L'estomac n'a pas fait son œuvre s'il n'a pas fait changer la façon d'être et la façon de ce qu'on lui avait donné à digérer. C'est comme ça que lui voit la connaissance. Il n'est surtout pas question pour Montaigne d'apprendre par cœur, non. Il a compris qu'il faut que ces savoirs-là soient digérés, compris. Nietzsche dirait ruminer. Hein? On parlait de Nietzsche tantôt. Il faut que ça soit ruminé et ruminé. Okay? Donc, Montaigne ne milite pas du tout pour qu'on ait moins de connaissances, mais pour qu'on les assimile correctement. Okay? Il va dire, savoir par cœur n'est pas savoir. Pour Montaigne, il y avait d'un côté la forme de la connaissance, des compétences, et le contenu, okay? L'ensemble des savoirs. Il dit, notre âme s'élargit d'autant plus qu'elle se remplit. Vous voyez? Donc, c'est pas vrai que assimiler beaucoup de connaissances pour Montaigne finit par nous embarrasser. Okay? D'où la différence, justement, chez Montaigne, mais aussi pour moi, entre grappiller de l'information sur Google, j'en reviens à Google, vous voyez, le saut est incroyable, on passe d'un siècle à... Il y a une différence entre grappiller de l'information sur Google, sur Internet, et en faire de véritables connaissances. C'est souvent ce qui est confondu dans les traités, là, dans les livres, là, la nouvelle pédagogie. On confond information, des données brutes, et le véritable savoir, qui, lui, est organique. Et là, je vais me référer à Platon, un passage vraiment fabuleux dans le Ménon. Vers la fin du Ménon, Platon et Socrate, c'est-à-dire, évidemment, c'est Platon qui fait bouger Socrate, il fait la différence entre une opinion vraie, une opinion droite, et le savoir véritable. Okay? Vous voyez ce qu'il dit. 97A pour ceux là, qui veulent. Mais une fois elles, c'est les opinions droites, mais une fois qu'elles ont été liées, elles deviennent en premier lieu du savoir, et en second lieu, elles ont de la stabilité. Voilà donc enfin pour quelle raison le savoir est quelque chose de plus précieux que l'opinion droite. C'est l'existence d'un lien qui fait la différence entre le savoir et l'opinion droite. Ça renvoie à l'idée que juste avoir des informations qu'on va chercher, qu'on va grappiller, comme disait Montaigne, ça ne nous donne pas des connaissances. Il faut que ces informations-là viennent s'accrocher, se lier, s'attacher à quelque chose, à un tout, à un système, à des chaînes de pensée. Okay? Et ce que Platon nous dit ici est repris par Jean-Paul Brigelli dans un petit livre qui s'appelle « La fabrique du crétin okay? », succulent aussi. Il dit « Éduquer, connaître, c'est tisser du lien entre les bribes de savoir qu'on peut avoir accumulées. Okay? Une information qui n'est reliée à rien s'oublie dans l'heure qui suit. Okay?
c'est le problème justement du par cœur dont parlait Montaigne. Apprendre des choses par cœur, on l'a tous vécu, hein? On retient, on va passer l'examen et on oublie. Et c'est justement parce que ce sont des informations qui n'ont pas été liées, reliées à un système de pensée. Okay? Donc, quand on parle des informations, de ce qui est appris par cœur, ça nous renvoie, aujourd'hui on dirait, à la mémoire à court terme. Okay? Une fois que ces informations-là sont liées à un tout, à un système de pensée, là ça va s'accrocher, ça rentre dans la mémoire à long terme. Okay? C'est de ça que, dans le fond, Montaigne nous parlait de ça, Platon aussi, mais en d'autres termes. Et c'est pour ça que pour moi, le savoir, les connaissances, la culture, c'est la matière première, c'est le capital intellectuel qui permet aux enfants, mais aussi à nous, de créer du sens, comme je disais tantôt, de tricoter du sens, de tisser du sens, mais aussi de se former une pensée structurée, d'avoir une réflexion. Dans le sens que la réflexion ne peut pas s'élever dans le vide. Elle a besoin de tous ces contenus-là. Et priver l'enfant de ces contenus-là, leur donner la chance juste d'aller grappiller sur le net des informations, parce qu'ils en ont besoin sur le moment, c'est de les priver justement de ce substrat, de cette matière première, c'est ça qui va leur permettre d'avoir une vision du monde, une compréhension de l'univers dans lequel ils sont. Okay? Faire l'économie de ces connaissances-là, pour moi, c'est une naïveté, c'est une illusion. Je vais vous citer Daisy Christodoulou. Okay? C'est un livre qui a pour titre « 7 mythes en éducation ». Elle dit « Toutes ces justifications de l'abandon de la connaissance sont fausses, parce qu'elles nient la manière dont le cerveau fonctionne. La science n'est pas du côté des pédagogues progressistes. La recherche menée ces 50 dernières années par la psychologie cognitive montre bien combien nous dépendons du savoir stocké dans la mémoire à long terme pour nos procédés mentaux. » C'est exactement ce que j'essaie de défendre ici. Et moi, autre métaphore, ça me fait... Parce que quand j'ai fait ma maîtrise, j'ai travaillé la critique de la raison pure de Kant. Okay? Et dans son introduction, Kant, il parle d'une colombe. Okay? La colombe qui vole dans le ciel et qui s'imagine, dans sa petite tête de colombe, qu'elle pourrait voler pas mal plus rapidement si elle n'avait pas toute cette la friction de l'air sur ses ailes. Vous voyez? Elle s'imagine que s'il n'y avait pas ce contenu-là, cette air-là, qu'elle pourrait voler encore plus rapidement. Mais c'est un peu la même illusion qu'on a lorsqu'on s'imagine que les connaissances deviennent encombrantes. On le verra tantôt, je vais te donner des passages de personnes, de groupes qui appuient cette façon de voir-là. Okay? L'autre problème dans cette aberration, c'est qu'on se représente la mémoire comme une sorte d'entrepôt, okay? Où l'individu emmagasine des connaissances figées, des connaissances mortes, statiques, alors qu'on sait très bien aujourd'hui que la mémoire, c'est plus que ça. La mémoire, c'est quelque chose de constamment en réorganisation. Hein? Les connaissances se réajustent selon ce qui est amené de nouveau, puis c'est absolument pas statique. Et c'est pas les connaissances, ça ne sont pas des données encombrantes. Okay? Au contraire, comme disait Normand Baillargeon dans les légendes pédagogiques, il dit « il faut du savoir pour apprendre ». Tout le monde, pensez-y, là, si on réussit à apprendre des choses, c'est parce qu'on peut compter sur un paquet de connaissances, de savoir qu'on a emmagasiné depuis qu'on est au monde. Okay? Ou encore, il dit « un riche bagage de connaissances générales et du vocabulaire qui en témoignent sont loin d'être de simples faits. Et ces précieuses possessions sont d'indispensables préalables au développement des capacités intellectuelles de haut niveau et constituent un des meilleurs garants de la réussite scolaire. Okay? Il faut du savoir pour apprendre. Ça, c'est tiré des légendes pédagogiques, un recueil de petits textes là, qui est vraiment intéressant. Okay? Donc, priver encore une fois l'individu de cette matière première-là, de ce capital intellectuel, c'est lui couper les ailes, c'est lui enlever la matière première à partir de laquelle il peut construire sa vision du monde. Mais aussi, et là j'insiste sur ça, c'est à partir de ce savoir-là qu'on peut développer les compétences, les fameuses compétences.
Pour moi, les compétences, la créativité, tout ce que j'ai nommé tantôt, pour moi, c'est la cerise ou les cerises sur le fameux sundae qui viennent s'ajouter une fois qu'on maîtrise un savoir disciplinaire, une fois qu'on a une compréhension d'un domaine précis. Là, c'est la cerise sur le sundae, c'est le cadeau. Là, on peut commencer à ouvrir ses ailes et développer de la créativité, faire des liens, justement. Mais ces liens ne se font que parce qu'on a du savoir emmagasiné. Okay? Et souvent, dans mes... seulement 10 minutes, pas vrai. Bon. OK, dans la cité des quatre, je vais laisser tomber. D'ailleurs, il y a une étude, tout ça c'est dans mon livre, hein, toutes les références précises là, de l'université Yale, qui montre qu'on tombe facilement dans un piège. Lorsqu'on consulte Google, moi je suis toujours sur Google, là, mais on s'est rendu compte, à travers une étude vraiment pointue, que les gens confondaient maîtrise de l'information et accès à l'information. Souvent, les gens s'imaginent que parce qu'ils ont accès à l'information rapidement, ils s'illusionnent sur eux-mêmes, ils s'imaginent qu'ils maîtrisent cette information-là, alors que c'est deux choses qu'on pourrait montrer tantôt qui sont complètement différentes. Okay? La deuxième aberration, je vais essayer d'aller rapidement, ça découle de la première. À partir du moment où le savoir devient accessoire, bien là, le maître, le professeur, va devoir descendre de son piédestal. Okay? Dans ce contexte où le savoir devient accessoire, bien, l'enseignant, on va lui demander de descendre de son piédestal parce qu'il n'est plus le seul dépositaire de la vérité. Il doit se mettre au niveau de l'apprenant. Okay? Il devient un accompagnateur, un guide, un animateur, j'ai tout vu ça, afin de permettre aux jeunes de construire ses savoirs. Ou comme dirait Clermont Gauthier de l'Université de Laval, de trouver ce qu'il doit apprendre par lui-même. Et là, c'est la pédagogie de la découverte, pédagogie par projet, bon, et tout le reste. Okay? Là, je finis avec les exemples. Okay? La semaine passée, okay, je n'en parle même pas dans mon livre, je suis tombé sur une conférence de Olivier Dariens. Ça, c'est un professeur de langue et littérature française à McGill. Une conférence qui s'appelle « Des nains sur les épaules des géants ». Vous voyez là à quoi il fait référence, la citation de tantôt, Bernard de Chartres. Mais sauf que dans son cas, dans cette conférence-là, c'est qui les géants? C'est pas des êtres humains, c'est la machine, la technologie. Les hommes doivent accepter l'idée qu'ils doivent maintenant monter sur les épaules, sur le capot des machines, on dirait, OK? Parce qu'il dit qu'il faut accepter que les technologies seront de meilleurs professeurs que nous. Lui, c'est son principe de base. C'est assez... par contre, il dit que les professeurs vont devenir, le savoir, les machines vont être en meilleure position pour le diffuser. Hein? Il parle même d'avatar. Il y a même dans sa conférence des petits robots là, qui sont capables de lire les émotions. Puis c'est eux maintenant qui vont diffuser le savoir. L'enseignant, entre guillemets, doit accepter son rôle de coach, okay? Pour s'occuper de ce qu'il y a d'humain chez l'homme. La compassion, la créativité, la sagesse. Vous voyez, c'est un peu ironique. Hein? Comment j'ai découvert cette conférence-là? C'est en lisant justement cette semaine. Je suis tombé aux gens d'école. Vous avez entendu parler? Non? C'est un petit livre. C'est l'auteur Hugo Cavanaghi et Isabelle Sénécal. Hugo Cavanaghi, c'est le directeur de l'école Sainte-Anne, l'école privée, au niveau secondaire, primaire et collégial. Et dans ce livre-là, dans le fond, c'est une grosse publicité sur le collège Sainte-Anne, mais aussi, on vend beaucoup la pédagogie, les nouvelles pédagogies, puis l'innovation pédagogique, etc. Okay? Et là, on retrouve tous les thèmes que j'ai nommés tantôt, les aberrations. Il dit, par exemple, dans l'école du 21e siècle, l'enseignant, parce qu'on parle toujours au féminin, n'est plus simplement un transmetteur de connaissances, mais plutôt un guide disciplinaire, une entraîneuse qui motive ses élèves, une collaboratrice. Ailleurs, il dit, l'enseignante guide l'élève dans la découverte de la matière dans la découverte de la manière d'apprendre, qui lui est le plus naturel. Okay? Rousseau. En lui donnant des moyens de choisir d'autres méthodes. Ailleurs, le système scolaire doit se défaire de son obsession pour la transmission du savoir. C'est une obsession, il faut se défaire de ça. Un autre exemple, l'école Villa Maria, une autre école privée.
une école qui a plus de 100 ans, qui est au vieux fond religieux, qui a décidé, là, environ 2 ans, de faire le grand bond en avant et de se convertir à l'éducation 3.0. Pas 2.0, 3.0, afin de former des citoyens numériques en les outillant, écoutez, pour des métiers et des technologies qui n'existent pas encore. On dit, dans leur document web, on retrouve le langage du renouveau pédagogique, tous les clichés, le fétichisme technologique. On dit, l'école n'est plus considérée comme la gardienne du savoir. Ce dernier est désormais au bout des doigts, accessible en quelques secondes. Vous voyez la conception du savoir. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur l'Internet, l'élève peut apprendre de n'importe qui et n'importe où. C'est peut-être ça le problème, de n'importe qui. L'innovation technopédagogique doit être considérée comme nécessitant du temps, puisqu'elle implique le renouvellement complet de l'acte d'enseigner. Dernier exemple. Un manifeste qui a été envoyé, qui a été signé, le manifeste pour une pédagogie renouvelée, active et contemporaine. Dans mon livre, je réponds à ce manifeste-là avec le texte, la démission tranquille. Ça, c'est l'instigateur de ce manifeste-là. D'ailleurs, j'avais participé à un débat avec lui à Radio-Canada et aussi au devoir de débattre. Là, une des signataires du manifeste était avec moi, Élise Bissonnette. C'est Marc-André Girard du Collège Beaubois, autre école privée. Dans ce manifeste-là, on peut lire « L'enseignant doit donc quitter son rôle de détenteur des savoirs et guider ses élèves dans l'acquisition et l'appropriation de ceux-ci. » On dit aussi « À quoi vont servir les quantités phénoménales d'informations dans lesquelles l'élève est plongé quotidiennement? Pourquoi l'évaluer en lui posant des questions auxquelles Google pourrait si facilement lui répondre? » Autre citation. « On veut donc permettre à l'élève de trouver ses propres réponses en accédant à l'immensité de la connaissance au moment où il en a besoin, grâce au net. L'ère du prêt à ingurgiter est révolue. Pour paraphraser Montaigne, nous visons le façonnement de telles bien faites plutôt que bien pleines. » Là, je vais y rentrer dedans, dans la presse à ce moment-là. L'élève devient en quelque sorte son propre enseignant. Vous voyez le statut de l'enseignant? Dès que l'on évacue le besoin de retenir une somme phénoménale de connaissances et qu'on laisse cette tâche aux machines, c'est alors que peut surgir le meilleur de la créativité et s'épanouir l'humanisme. Je rejoins le conférencier de tantôt. Quelles sont les connaissances qui demeurent essentielles à assimiler dans une réalité où l'ensemble des savoirs est googlable? Vous voyez, là, on confond information, connaissance, savoir. Et là, j'ai fini, maman? Il reste? OK. 3 minutes. Ce qu'on constate, c'est que la réforme de l'éducation, qui est un peu chancelante les dernières années, elle a trouvé un complice dans l'éthique, les technologies de l'information et des communications. Moi, j'appelle ça l'éthique, un cheval de Troie. Parce que les deux, la pédagogie nouvelle, le renouveau pédagogique et les technopédagogies, partagent des choses en commun. Les deux ont une conception très statique, mécaniste de la mémoire. OK? C'est des données brutes qui sont à portée de main. Les deux s'imaginent que la réflexion rigoureuse peut prendre forme sans l'apport d'un riche bagage de connaissances. Les deux, on retrouve ça chez les deux. Et ensuite, les deux remettent en question le rôle de l'enseignant. C'est la machine. Okay? Et là, bon, je vais sauter dans j'avais des exemples. Je veux juste finir avec l'étude de l'OCDE. L'OCDE a fait paraître un rapport, Connecté pour apprendre. Pourtant, l'OCDE, à travers les études, le PISA, absolument sont très pro-technologie et tout, là, sauf que dans ce rapport-là, que vous pouvez trouver sur le net facilement, okay? Mais il faut le lire, il faut le comprendre, par exemple, okay? Je ne me contredis pas. Eux viennent remettre en question justement les sommes faramineuses qui sont investies dans les technopédagogies. Ils disent que, dans le fond, là, ce qui est le plus payant, ce n'est pas d'investir dans la technologie, c'est de s'occuper des fondamentaux. Okay? Lire, écrire, compter. C'est ce qui permet une bonne maîtrise du monde numérique par après, et aussi de travailler ça nous permet de travailler sur l'égalité des chances. Si tous les étudiants savent bien lire, écrire, compter, bien, ils vont être égaux pour accéder justement. Parce qu'il n'y a plus de fracture numérique, contrairement à ce qu'on disait il y a quelques années.
D'ailleurs, c'est souvent même un problème. Les familles les plus pauvres, les enfants des familles les plus pauvres, souvent passent plus de temps devant Internet que les familles plus aisées. Et le rapport dit, le fait de garantir l'acquisition par chaque enfant d'un niveau de compétences de base en compréhension de l'écrit et en mathématiques est bien plus susceptible d'améliorer l'égalité des chances dans notre monde numérique que l'élargissement ou la subvention de l'accès aux appareils et services de haute technologie. En plus, ils disent, l'étude montre qu'investir massivement dans l'éthique en éducation ne donne pas les résultats escomptés. Citation, « Les pays qui ont consenti d'importants investissements dans l'éthique, dans le domaine de l'éducation, n'ont enregistré aucune amélioration notable des résultats de leurs élèves en compréhension d'écrit, en mathématiques et en sciences. » Il n'y a pas de cause à effet. Okay? Même, ils vont plus loin, ils disent que les pays occidentaux qui ont investi le plus dans ces technologies-là à l'école, ils ont même de moins bons résultats que la moyenne des autres pays. C'est très clair dans le document. Okay? Donc, je finis avec ça. Donc, vous voyez là, le piège est de faire en sorte que la pédagogie se mette au service des technopédagogies. Okay? Moi, j'appelle ça la tentation métaphysique ultime. Hein, la tentation métaphysique ultime, c'est le fait de se mettre au service de nos propres créations. Okay? Il y a une belle référence, une belle citation d'Habermas dans son livre Raison et légitimité. Il dit « Le danger de voir le créateur se perdre dans son œuvre, le constructeur s'aliéner dans sa construction, est aujourd'hui la tentation métaphysique de l'homme. Okay? » Mais aujourd'hui, conclusion, il y a quand même, certains commencent à reconnaître qu'une éducation orientée vers l'acquisition de compétences techniques, formelles et étroites, amputée du fond culturel et historique qui les a vues et fait naître, mène vers un cul-de-sac. Produit des individus qui n'auront pas le bagage et la perspective nécessaires pour comprendre le monde dans lequel ils évoluent. Les prive de cette distance critique par rapport à une réalité qu'ils seront plutôt portés à accepter ou à valider naïvement, machinalement, supposément, volontairement. Discours de la servitude volontaire, ben c'est là que ça se Je trouve que ça complète très bien sa pensée, mais... Tu ne me reconnais pas. Je le disais à l'époque, c'est grâce à une éducation de qualité qu'un peuple peut réussir à innover sur le plan économique, la fameuse innovation. Il me semble que nos dirigeants devraient au moins comprendre ce message, que des individus peuvent devenir des citoyens éclairés, ouverts d'esprit, vigilants, à mesure de comprendre les enjeux de société pour ainsi faire des choix judicieux lorsque vient le temps de participer à la chose publique et politique. En somme, l'éducation peut aider un individu à se garder en santé physique, mais surtout mentale, en le faisant accéder à une culture, à des savoirs, à une pensée critique qui le prémuniront contre les mouvements extrémistes, obscurantistes, les discours radicaux et haineux qui fragilisent ou empoisonnent notre tissu social et même la planète tout entière par les temps qui courent. Autrement dit, avec tout ce qui se passe en ce moment, les individus ont davantage, sinon plus, besoin d'un fond de connaissances, de savoir pour comprendre le monde dans lequel ils évoluent, au lieu d'en faire de simples techniciens. Donc, j'avais écrit ça dans la presse à une certaine époque, l'année passée, je pense. Donc, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a des questions. Une question? Oui? André. Bonjour. Vous avez mentionné que les jeunes n'ont plus de curiosité. Il y en a certains qui ont de la curiosité et d'autres qui n'ont pas de curiosité du tout. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que, j'ai pas dit que les jeunes avaient plus de curiosité. Je disais que pour moi, la curiosité, c'est pas quelque chose qui est absolument naturel. Il y a des jeunes qui sont curieux de nature, il y en a d'autres qui sont moins. Il y en a qui sont... C'est sur ça que je ne suis pas d'accord. OK. Je considère que la curiosité, c'est dans la nature même des choses. Pour ça, j'utilise le symbolisme de la lumière. Et je crois qu'un professeur, pour son élève, doit servir comme une lumière pour montrer tout ce que l'enfant peut, c'est-à-dire le jeune, peut apprendre. Et vous dites que la curiosité n'est pas naturelle.
Ben, moi, je pense aux plantes. Si je me réfère au tournesol, le tournesol, il s'oriente tout le temps vers la lumière. Et j'ai remarqué aussi que ce n'est pas la plante, c'est pas la seule plante qui fait ça. J'avais déjà une grosse plante là, avec des grandes feuilles, puis elle était sur le bord de ma fenêtre. Et des fois, je la tournais, et je remarquais que les feuilles s'orientaient toujours pour avoir plus de lumière. Ça fait que je crois que pour avoir plus de lumière, c'est un phénomène naturel. C'est pour ça que, oui. Je crois que les enfants l'ont d'une façon naturelle, mais ils l'ont perdu probablement à cause de certains traumatismes, des expériences troublantes qu'ils ont eues, ils ont décidé, ils ont adopté la formule « je ne veux plus rien savoir ». Sauf qu'ils veulent encore savoir, sauf que ce n'est plus dans le domaine de l'éducation ou de l'enseignement. Okay. Ils veulent aller voir ailleurs. C'est sûr que c'est pour ça que je faisais une petite différence entre la curiosité naturelle, animale, là, comme on retrouve chez tous les êtres vivants, et la curiosité intellectuelle. Il y a des individus qui sont moins portés par la chose intellectuelle. Okay? Donc, c'est pour ça que je faisais cette petite différence-là. Mais sauf que, souvent, dans la nouvelle pédagogie, on veut absolument prendre pour acquis que l'enfant est curieux de nature et que si on le laisse aller, si on le laisse à lui-même, si on fait juste l'accompagner, il va découvrir un certain nombre de principes de base, un certain nombre de vérités. C'est contre ça, moi, que je m'élève un peu. Peut-être qu'on peut avoir des surprises si on laisse, puis on va perdre beaucoup de temps aussi. Si on... Oui. C'est ici avant. Juste avant d'en venir ici, c'est peut-être mon âge, je regardais sur Facebook et je suis tombé sur un petit clip dans lequel il y avait des personnages qu'on connaît à peu près tout le monde, comme Larry Ellison, le PDG de Oracle, Elon Musk, qu'on connaît à peu près tout le monde de réputation, les gens, les têtes dirigeantes de Google et tout ça. Il y avait 6 ou 7 personnes, ces 6 ou 7 dirigeants mondiaux-là, parce que c'est vraiment la finance mondiale, ces gens-là, donnaient comme conseil aux jeunes de lâcher l'école. Si ça ne vous convient pas, lâchez ça, faites ça, allez-y par vous-même, des choses comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une contrepartie qui devrait être là? Est-ce que nos élites ne devraient pas, justement, eux autres aussi, prendre le crachoir et commencer à dire aux jeunes pourquoi l'éducation a quelque chose à voir? Oui, sûrement. C'est sûr que si nos hauts dirigeants ne vendent pas les mérites de l'éducation, qui va le faire? Je parle pas des hauts dirigeants, je parle des élites. Oui, exact. Intellectuelles. Oui. Ça me renvoie à l'idée que, c'était la conclusion que j'ai sautée, là, mais il y a de plus en plus de chefs d'entreprise, de responsables d'études de commerce qui commencent à penser que les sciences humaines, c'est fichtrement important, que c'est important que leurs étudiants qui arrivent dans ces études supérieures-là, s'ils veulent plus tard accéder à des postes d'importance, aient une culture générale fondamentale, solide, qu'ils aient une vision du monde, parce que s'ils veulent progresser, s'ils veulent représenter la compagnie, s'ils veulent comprendre le monde dans lequel ils vivent, on doit se retrouver avec des êtres humains qui ont ce savoir-là. Il y a comme un mouvement, un retour du balancier qui fait en sorte qu'on commence à redonner de l'importance, à comprendre l'importance que la culture peut avoir chez ces étudiants-là. D'un autre côté, moi j'ai déjà écrit un texte sur ça. Il y a des étudiants, des fois, qui sont au cégep, et moi je le vois souvent, là, mais dans le fond, tu aurais le goût de leur dire, j'avais écrit un texte, pourquoi tu es ici? Pourquoi tu es ici exactement? Je pense que tu devrais prendre une pause, te recentrer un peu, réfléchir, parce que je vois bien là, que tu ne t'amuses pas au cégep. Je vois bien que le débat intellectuel, lire, les concepts, la vie de l'esprit, en ce moment-là, ça ne t'intéresse pas. Peut-être que plus tard, ça va revenir, mais des fois, je ne peux pas le faire parce que je vais me faire engueuler par mon directeur. Hein? Mais des fois, on aurait le goût de leur dire, regarde, tu n'es pas heureux ici. T'es-tu ici parce que tes parents t'obligent? Dis-moi là parce que je vais appeler la DPJ là, en blague. Hein? Je vais leur dire qu'il y a de la cruauté mentale ici. Là. Donc, c'est pas fait pour tout le monde, les études supérieures. Et moi, j'apprécie beaucoup les gens
qui étudie pour pratiquer un métier. Là. Mon père était mouleur, travaillait dans une fonderie. Il y en a, dans mon quartier, il y en a qui étaient cordonniers, il y en a qui étaient menuisiers. C'est des métiers qu'on est porté à dénigrer aujourd'hui, alors que quelqu'un qui gagne sa vie de ses mains, pour moi, c'est très prestigieux. Là. Mais il y a une filière qui a été sous-évaluée depuis quelques 20 ans, là, toute la formation professionnelle. Je trouve qu'on devrait mettre plus d'énergie parce qu'il y a des étudiants qui vont au cégep, ou même à l'université. Ma copine enseigne à l'Université de Montréal, puis dans le fond, ils ne sont pas faits pour la chose intellectuelle. On voit bien qu'un, ils ne sont pas heureux, puis deux, ils ne sont pas préparés pour ça, et ça ne les intéresse pas. Mais ils continuent dans cette filière-là parce qu'ils pensent que c'est comme le seul choix qu'ils ont, que c'est naturel. Mais... Donc, il y a un peu des deux. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Mais... Oui. Oui, mais justement, monsieur, en sortant le mot élite, il m'a aidé à avancer mes idées. Parce que si on dit à tous les étudiants, ah oui, suivez votre curiosité naturelle, vos talents vont sortir, et on ne veut pas reconnaître que certains sont beaucoup plus doués que d'autres, et que les élites existent naturellement. Les élites font partie de la nature. Mais maintenant, nous sommes face à une situation où le mot élitisme est un sale mot, il ne faut pas y penser. Il y a un danger là-dedans dans le rejet de l'idée de l'élite. Et je vois aussi que l'éducation, depuis les années 1600 peut-être, avec le protestantisme extrême en Angleterre, John Bunyan, je vois que l'éducation, la pédagogie a toujours été foncièrement politique. Et maintenant, on est en train de former les jeunes pour suivre les grandes forces technologiques et servir leurs maîtres et devenir en fait esclaves. Parce qu'on ne les encourage pas à bâtir l'infrastructure intellectuelle qu'il faut pour développer des idées avec une certaine force. N'est-ce pas? Moi, c'est sûr que j'ai de la misère avec le mot élite. Parce que moi, j'ai déjà écrit un texte là, dans le Devoir qui avait pour titre « Une sélection à l'autre ». Je pointais du doigt toute cette sélection qui se fait au niveau des écoles privées, mais aussi au niveau des écoles publiques, avec toutes les écoles qui ont des projets particuliers. Et là, ça vient drainer tous les étudiants les plus forts, les élèves les plus forts. Et là, l'école ordinaire se retrouve avec des cas problèmes. On a enlevé les meilleurs éléments. Pour moi, ça fait beaucoup de tort à notre système d'éducation. Et quand j'enseigne, moi, au cégep, je constate cette fracture-là dans mes groupes. Je vois très bien qu'il y a des étudiants qui arrivent au cégep qui ont été très bien formés, qui pourraient en prendre plus, mais alors que d'autres ne sont pas prêts pour le cégep au niveau de l'écriture, de la lecture. Donc, ça peut devenir très pernicieux, cette histoire d'élite et de sélection. J'ai enseigné la littérature anglaise à l'université ici, et j'ai formé des profs pour enseigner la littérature à des niveaux plus bas. Et souvent, mes étudiants, professeurs disaient « Oh oui, je leur donne du Stephen King, ça les intéresse, ça les encourage à lire. » Et ça c'est une trahison. Mais si je leur dis ça, ils disent « Non, moi je suis élitiste. » Et puis vous avez raison. Que j'impose des choses qui vont les confondre. C'est un débat qui n'est pas fini. Oui, mais moi, là, je vais dans votre sens. Pour moi, c'est la même chose. Mais donc, il faut leur donner des choses difficiles à lire. Pour moi, je leur dis toujours à mes étudiants, c'est comme lorsqu'on s'entraîne pour développer nos muscles, il faut que ça soit... Si c'est trop léger, ça ne donne rien. Vous allez faire 200 flexions, puis ça n'améliorera pas votre musculation. Mais c'est la même chose. Il faut donner des textes qui ont à lire et à relire. Ils doivent reprendre tel paragraphe. Il faut que ça crunche un peu, là. Hein? Sinon, à quoi bon? Voilà. C'est pour ça, tantôt, je disais, on n'est pas là pour se mettre au niveau des étudiants ou des élèves. Non, on est là pour que l'élève s'élève, justement. On veut qu'il sorte de son... On veut l'arracher de son état naturel. Et ça c'est le grand danger. Et le mot anglais pour cette tendance-là, c'est de ne pas l'appeler education, mais edutainment. Oui, c'est ça. Mais souvent, justement, il y a un discours de la gauche, là, pourtant, moi, je ne me considère pas de droite, mais c'est tout le débat qu'il y a eu après mai 68 là, en France, là,
il fallait, on confondait l'égalité des chances avec l'égalité des élèves. C'est pas la même chose du tout. Là. Les élèves ne sont pas égaux. Même si on est égaux en droit, on a le droit d'avoir les mêmes chances, mais on n'est pas égaux au niveau de nos talents, de notre... Donc, c'est pour ça que moi, je me considère comme un conservateur en matière d'éducation. Dans le sens que mon rôle, moi, ça a été, depuis que je suis aux études, d'emmagasiner des connaissances, OK? Et ensuite, je conserve ce savoir-là. Dans quel but? De le transmettre ensuite, de faire la transmission aux jeunes générations. Donc, au niveau pédagogique, je suis conservateur. Et ça, je ne fais que reprendre là, ce que Hannah Arendt disait dans la crise de la culture. Là. Mais au niveau politique, je ne suis pas un conservateur. Et je dis à mes étudiants, si vous saviez comment je passe en politique, vous vous jetteriez par la fenêtre. Okay? Donc, il ne faut pas mélanger les deux. Mais moi, en tant qu'enseignant qui veut transmettre, passer le relais, je suis un conservateur. Il y a un transmetteur. Okay? Un Prométhée des temps modernes, on est là pour mettre le feu à la connaissance afin que ça soit mieux digéré, assimilé par les gens. Mais il ne faut pas leur donner tout cru. Non, il faut leur donner un peu de souplesse à ces savoirs. Donc, oui. Moi, je ne parlerai pas de micro, par contre. Après, monsieur. Non, vas-y, moi j'ai... Ah, OK, allez-y. Je ne parlerai pas de micro. C'est parce qu'il faut vous entendre avec la caméra. Je vais parler très fort. Vous allez oui, m'entendre. Oui, dans le fond, j'aimerais vous entendre sur la question suivante. Ça va être assez bref. Si vous ne la comprenez pas, je développerai. Mais face à l'esclavage, j'ai l'impression que l'outil par excellence, c'est pas la connaissance, mais c'est l'esprit critique. oui. Puis j'aimerais ça vous entendre oui. sur ce point de vue-là. Oui, mais justement, ça nous ramène à tout ce que je disais pendant ma conférence. L'esprit critique, ça ne peut pas s'élever comme ça dans les airs. Pour moi, avoir un esprit critique, ça implique quoi? Ça implique de comprendre, premièrement, la situation dans laquelle on est. Situation présente. Puis aussi, qu'est-ce qui a déterminé dans le passé cette situation-là? Qu'est-ce qui a fait que cette situation-là s'est engendrée? Donc, ça prend du savoir, des notions d'histoire. Bon, tout, il faut comprendre la tradition dans laquelle on a été plongé. Et là, avec cette matière première-là, on peut élever un discours critique. Mais travailler, mais on voit ça souvent, là. On veut développer l'esprit critique chez les étudiants. On veut développer la créativité. On veut développer toutes les compétences, là, mais ça ne se fait pas dans les airs. Il faut que ça s'incarne, ça s'accroche à du contenu, à du savoir. Donc, je ne suis absolument pas contre les compétences, mais je pointe du doigt cette illusion qui croit que ces compétences-là peuvent être développées pour et par elles-mêmes. C'est ça, moi. Donc, c'est pour ça que je parlais de la fameuse série sur le Sunday. Parce qu'en philo, nous, en philo, là, on est un peu à cheval, justement. On travaille avec les étudiants la forme de la pensée, du raisonnement, philo, mais aussi, on ne peut pas le faire dans les airs. Il faut le faire à travers la tradition philosophique. Moi, je leur dis à mes étudiants, là, vous arrivez en philo, déjà, vous pensez qu'on va vous permettre de donner vos opinions. Encore le dimanche, j'étais aux portes ouvertes, là, les étudiants viennent avec leurs parents, et là, je leur explique c'est quoi la philo. Mais oui, on a fait de la philo au secondaire. Oui, mais qu'est-ce que vous faisiez? Des débats d'idées. Mais là, vous donniez des opinions dans le vide. Nous, on va le faire peut-être en philo, mais avant, au cégep, mais avant, vous allez essayer de comprendre qu'est-ce que tel auteur a voulu dire, sa conception du monde sur tel sujet, par exemple. Tel autre auteur, vous allez confronter les deux points de vue. Et après, cerise sur le Sunday, peut-être que je vous donnerai un petit espace à la fin, pour exprimer votre point de vue. Mais ça prend... Sinon on ne nourrit pas l'étudiant, on va se retrouver devant les lieux communs, les clichés, les stéréotypes, Vous voyez, on n'avance pas du tout. C'est pour ça que quand j'anime des cafés philosophiques au cégep, ben, c'est ça le danger des cafés philosophiques. C'est le fun, mais en même temps, ça tourne, ça spinne toujours, on dit en grec ancien. Ça tourne dans le vide un peu. Okay? Donc, il faut préparer ce débat-là. Hein? Je ne sais pas si je te rejoins. Oui. Ouais.
j'aurais une question qui sort un peu de la conférence. C'est par rapport à ton parcours, Jean. Tu as été professeur de philo, mais tu as été aussi attaché politique. Oui, oui. Tu t'es impliqué beaucoup. Je voudrais savoir à quel point cette expérience ou ce vécu-là a contaminé ce que tu nous présentes ce soir. J'aime bien le mot contaminé, mais dans le bon sens du terme. Parce que moi, quand je faisais ma maîtrise, la scolarité de doctorat, j'avais commencé à enseigner, j'ai commencé en prison. C'est pas moi qui étais en prison, j'allais donner des cours à des détenus sans expérience, c'est assez particulier. J'arrive là avec mon discours théorique là, devant 8 étudiants mis sous protection au pénitencier de Leclerc, je ne sais pas, à Laval. Là. Je commence à leur parler de Hegel, OK? Là, il y a un gros barbu qui est devant moi, il se met les pieds sur le bureau, puis il se met à bailler, puis la première chose qu'il a dit, c'est « Ouais, c'est plate en tabarnak. » Disons que, bon, là, je me suis mis, il a fallu que je me mette à leur niveau, sinon, j'allais en manger toute seule. OK. Donc j'ai enseigné pendant quelques années, mais j'ai lâché l'enseignement. J'ai fait une campagne politique avec le docteur Régent Thomas, spécialiste du sida à Montréal. On a perdu par 320, mais Régent a été nommé à l'action, conseiller spécial à l'action humanitaire au gouvernement du Québec. Et là, on a mis sur pied, j'étais son adjoint, le Bureau d'action humanitaire du Québec, avec le projet Québec sans frontières, qui donnait des bourses là, pour des étudiants accompagnés à l'aide d'organismes humanitaires pour faire des stages à l'étranger. On a fait des missions en Haïti 2 fois. C'est quelque chose, là. À l'époque, là, d'aller dans le bidonville de Port-au-Prince, Cité-Soleil, en plein ouragan, en tout cas, tout le système de santé était effondré. On est allé aussi en Palestine, du côté palestinien, évidemment. Là, donc, on a fait un certain nombre de choses, mais après le référendum, ben là, on a bien vu que les budgets qui étaient à l'ANDI, qu'on n'allait jamais les récupérer. M. Parizeau a démissionné, donc on a démissionné aussi, mais je me suis retrouvé à Médecins du Monde Canada. Okay? Et contrairement à Médecins sans frontières, Médecins du Monde Canada, eux, doivent développer un projet au niveau local. Et c'est là, moi, ma tâche a été de mettre sur pied le projet Montréal, qui existe encore aujourd'hui, Médecins du Monde. C'est des infirmières qui vont dans des refuges pour itinérants, une douzaine. Maintenant, aujourd'hui, il y a même une sorte d'unité mobile. Donc, j'ai travaillé sur ça. Ensuite, j'ai travaillé pour... j'ai eu une compagnie de communication, j'ai fait beaucoup de rédaction. J'ai travaillé pour un ministre, André Boisclair à l'époque, rédacteur, plein de choses comme ça. Là. Et donc, quand je suis revenu à l'enseignement, ça fait environ 7 ans. Okay? Je me suis retrouvé à Gérald Godin et c'était Marcel, mon directeur, okay, à l'époque. Là, c'est sûr qu'on n'enseigne plus de la même façon. Et là, moi, je vois mes collègues là, qui sortent de l'université, je me reconnais dans eux. Là. On se protège hein, avec un discours très, très théorique. On veut se blinder un peu, mais là, à un moment donné, quand tu as de l'expérience, du vécu, le prof de philo est pas mal plus intéressant d'après moi. Parce que tu peux parler d'action humanitaire, tu peux parler politique, tu peux parler de toutes sortes d'expériences. Moi, je leur parle même de plongée sous-marine. Je suis un fan de la plongée sous-marine. Je trouve des moyens pour me faire plaisir. J'essaie d'accrocher ça. Donc, c'est sûr que ça amène... Il y a aussi les lectures. Toutes les lectures qu'on peut faire en dehors de nos cours, là, lorsqu'on a été formés, ça nous nourrit. Mais à condition d'être curieux, de nature. Comme ça. Là, il faut être curieux, puis il faut se nourrir. C'est jamais terminé. Des fois, j'arrive avec un article là, que j'ai lu la veille. Ah, OK, je m'en sers pour mon cours. Il faut toujours être en mesure de retomber sur ses pieds par rapport à l'actualité. Mais ça ne nous empêche pas qu'on travaille des œuvres. Okay? Entre moi et l'étudiant, ce n'est pas l'opinion, il y a des œuvres, des textes fondamentaux, mais ça ne nous empêche pas de parler de plein de choses. C'est ça qui est le fun. Donc, petit détour que j'ai pris, mais c'est pour montrer que ça ne peut qu'être bénéfique d'aller toucher à d'autres choses. C'est le fun. Oui? Bonsoir, les gens. Oui. Merci pour cette belle conférence, ce beau partage. Moi, je vais dans le même sens que ta conférence. Je trouve que la vieille école, ça a sa place encore.
Par contre, vu qu'on introduit les nouvelles technologies, exemple, j'ai eu cette semaine un de mes amis qui m'a présenté sa liseuse. Oui. Hein? Fait que c'est un moyen peut-être d'intéresser les jeunes par la technologie. Je ne sais pas ce que tu en penses, en utilisant. Tu sais, on peut l'introduire, mais qu'ils ne prennent pas toute la place. Oui, c'est sûr. Moi, c'est ça que je dis à tout le monde, à mes étudiants, je ne suis absolument pas technophobe, je ne suis pas non plus technophile. C'est pas une question d'aimer ou pas aimer la technologie, on est branché de partout. Je suis branché. J'ai ma tablette, j'ai des ordinateurs à la maison, au bureau, on communique avec les étudiants, avec Omnivox, on est tous branchés, je leur présente toutes sortes de choses, mais c'est pas une raison de tout le temps remettre en question nos convictions pédagogiques. Donc, j'ai perdu mon idée, là, mais c'est absolument, et oui, c'est ça que je voulais dire, c'est que moi, je ne me considère pas comme faisant partie de la vieille école. Ça, la vieille école, c'est avant 1960, là. Même moi, l'éducation que j'ai eue au primaire, secondaire, c'était déjà des méthodes avant-gardistes. On travaillait des tables, on était sur des tables, on travaillait des brevets, c'était des aires ouvertes à Chicoutimi, là. Donc, ceux qui veulent nous vendre la nouvelle pédagogie, ils essaient de nous peinturer, de nous caricaturer, comme si là c'était le vieux système, presque du Moyen-Âge. Non, c'est vrai, le cours magistral, là, comme il se faisait il y a 400 ans, versus la nouvelle pédagogie. Mais non. Si vous venez dans mon cégep, si vous venez dans ma salle de cours, je suis comme ça, et même plus, je pointe du doigt mes étudiants, ils ont lu un petit texte la veille, et là, attendez-vous à être questionné, là. Je pointe du doigt, puis là, on avance comme ça. Au début, ça fait peur, mais c'est pas vrai que je vais donner 3 heures de cours magistral. On fait plus ça, là. On filme, on est dans des nouvelles approches, mais sauf que, même, je lisais ce livre-là, et la personne, la deuxième partie, là, qui est écrite par Isabelle Sénécal, elle disait que ça fait 50 ans que le système d'éducation n'a pas évolué. Ce livre-là a été écrit cette année. Comment ça, 50 ans que le système... Ben voyons, depuis 2000, on vient de passer par une réforme qui a tout chambardé. Mais non, pour elle, c'est encore le vieux système. Ben non, c'est parce que c'est un désir d'innovation qui n'est jamais, comment on dit ça, assouvi, exactement. OK? C'est pour ça que je dis que c'est pas vrai qu'on a toujours à remettre en question nos conceptions. Chaque professeur, à un moment donné, là, tu as enseigné, là, il y en a plusieurs qui ont enseigné ici, à un moment donné, au début, les premières années, on tâtonne, là, puis à un moment donné, on trouve notre style, notre façon d'être. Essayez pas de toujours demander aux enseignants de chambarder leur façon d'enseigner, vous allez les rendre malheureux. Et d'ailleurs, dans cette école-là, Sainte-Anne, il y a 2 ans, il y a eu un mouvement de contestation. Là, il en parle dans le livre parce que les profs étaient complètement perdus. On voulait tellement qu'ils innovent, qu'ils se mettent à jour tout le temps sur les nouvelles méthodes pédagogiques. À un moment donné, là, on devient fou. Là. Il faut se concentrer à un moment donné sur le contenu. Il faut trouver son style, puis lâchez-moi un peu. Là, arrêtez de vouloir que je me remette en question constamment. Donc, c'est ça, moi, que je critique. Tout ça parce qu'on est un peu omnubilé par le mythe du progrès technologique. Alors que progrès technologique, ça n'équivaut pas à progrès technologique, à progrès pédagogique, ça n'équivaut pas non plus à progrès moral. C'est 3 choses différentes qu'il ne faut pas confondre. Donc, il y a tellement de choses là ça va dans plusieurs... Oui? Les technologies, on y allait, on les testait d'une certaine manière, on existait à ça, on peut se dédier totalement à ça. Nos enfants commencent très tôt devant la télévision, devant l'ordinateur, à apprivoiser ces outils-là. L'interaction, il y en a pas. Il y a des valeurs qui peuvent être transmises, il y a des influences aussi. Mais le regard du parent, le regard du maître, qui est la contrepartie humaine, directe avec la personne, est extrêmement important parce que ça peut être une source d'émotion. L'émotion, le savoir-être, le savoir de connaissance, ce savoir-là, qui est une forme
peut être transmis, aide à assimiler les connaissances parce qu'il y a, au plan neurologique, c'est connu qu'il y a un lien à avoir entre le savoir et l'émotion aussi. Ça s'encrypte. Alors, est-ce que tu peux développer là-dessus dans ta relation avec tes élèves, tes étudiants, la forme que tu... À un moment donné, moi, j'ai donné quelques cours, puis à un moment donné, il y a comme une dynamique, on a des tournures, on a une manière d'intervenir ou d'échanger. L'attention se captive. J'imagine que tu as eu des expériences à un moment donné, des moments intenses dans ton enseignement. Si tu peux développer là-dessus. C'est pour ça que moi, je n'aime pas l'idée qui dit que l'éducation, c'est une science. Il n'y a pas de science de l'éducation. L'enseignement, l'éducation, c'est un art. Là, ça ouvre la porte, justement. Ça donne la place à l'affectivité, le rapport. Et c'est pour ça que moi, on est tous branchés, moi y compris, là, chez moi, là, même si c'est devenu accaparant, mais quand les étudiants arrivent dans ma salle de cours, moi, ce que je leur dis, ici, là, c'est un sanctuaire. Okay? Quand vous franchissez la porte, là, nous tous, là, on se débranche. Okay? On va se donner, là, ces quelques heures-là de repos. On se débranche, puis là, on va se regarder les yeux dans les yeux. Au début, les étudiants, là, ils sont comme... Tu sais, après, le drogué, là, ils commencent à shaker, là, okay? Là, puis ils commencent même à saigner du nez, là, bon. Mais après ça, ben là, ils comprennent que c'est bien trop vrai. Je leur fais même signer une décharge, là, comme quoi, là, ils s'engagent à ne pas consulter leur téléphone intelligent pendant le cours, mais aussi à la pause. À la pause, là, si vous voulez regarder votre téléphone, allez à l'extérieur du cours. Parce que sinon, j'ai tout essayé. Hein? Sinon, quand on recommence après la pause, il faut que je demande encore aux étudiants de fermer. Non, on se débranche. Et là, tout d'un coup, la poussière tombe, tout d'un coup, on s'entend penser. Là. Et là, les étudiants sont beaucoup plus réceptifs. Et là, on se parle. On n'est pas devant un écran. C'est pas vrai que moi, je vais faire de philo en me promenant entre les allées là, pour voir si... Mais des fois, moi j'appelle ça la tribu des têtes penchées. Hein, vous savez, ça ne vient pas de moi, là. J'en parle dans mon livre, je donne l'auteur de cette expression-là, la tribu des têtes penchées. Il y en a des fois qui mettent ça en dessous, là, sur leur bureau, là, puis ils pensent que dans un sac, là, puis la tête penchée comme ça, voyons. C'est pas respectueux envers moi, OK? Ben, c'est ça. Et ça, c'est prouvé, ça, que un des facteurs le plus important de réussite à l'école, c'est le rapport étudiant-professeur, mais à condition d'en avoir un bon. C'est sûr qu'il y a des mauvais professeurs, il y en a qui sont complètement déconnectés, qui donnent leur cours sans je ne parlerai même pas d'interaction, je parle juste du contact émotif, là. Donc, pour moi, c'est excessivement important. Donc, c'est une pause. Quand il rentre dans la salle de cours, j'appelle ça mon sanctuaire, on se donne un break, ça profite à tout le monde. Parce que sinon, on est toujours distrait, on est toujours porté. Il y a même eu des études qui ont été faites, là, même quand le téléphone est fermé, le simple fait qu'il soit sur la table de travail, ça distrait les étudiants, même s'il est fermé. Juste de savoir qu'il est là. Aussi, lorsque les portables, par exemple, il y a plein d'études. Même si toi, tu n'utilises pas un portable, le simple fait qu'il y a d'autres étudiants qui utilisent un portable pour prendre des notes, ça nuit aux autres étudiants. Okay? Il y a plein de choses comme ça. La prise de notes à la main, c'est beaucoup plus efficace que la prise de notes sur... Ça, je l'ai constaté, je le dis à mes étudiants. Quand ils prennent des notes à l'ordinateur, ils sont portés à faire du verbatim, à vouloir tout prendre. Il n'y a pas de jugement. Et en plus, ils ont toujours la tête penchée pour leur doigté. Alors que quand vous prenez des notes à la main, sur une feuille de papier, vous regardez, puis en plus, vous utilisez votre jugement. Bon, vous prenez juste ce qui est essentiel. Et ça marche beaucoup mieux. Il y a tellement d'études qui se sont faites sur ça. Là. Donc, le contact direct. Et d'ailleurs, ça nous arrive tous. Hein, ceux qui ont enseigné, des fois, on sent bien qu'on ne l'a pas. Là. On ne connecte pas avec le groupe. Moi, j'appelle ça, là, je suis en train de ramer. Là. Tu sais, vous êtes à contre-courant, puis là, vous essayez, là, vous sentez le temps long, là, vous le sentez très bien. Le lendemain, vous avez un autre groupe, la même matière, ça se fait comme sur des roulettes.
C'est tellement bizarre, là, mais ça, il faut accepter ça. Des fois, on dirait que pour toutes sortes de raisons, ça connecte moins bien à d'autres occasions, mais bon, on va se reprendre la prochaine fois. C'est pour ça que je dis que l'enseignement, c'est un art, c'est pas une science. Vous avez beau prendre tous les cours de pédagogie, oui, c'est bon, mais chacun va découvrir sa façon d'enseigner par la suite. Okay? Donc, je vais vraiment dans ce sens-là. J'ai une question. Moi, je veux revenir au principe de base de l'éducation, parce que je trouve que lorsqu'il y a un problème, il faut revenir à la source pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et les grands principes de l'éducation, c'est d'une part transmettre de l'information, aussi faire comprendre des explications, et pour que la connaissance soit intégrée, il faut donner des exercices pour que la connaissance soit intégrée par l'élève. Mais si ces étapes-là ne sont pas faites, et puis l'élève est obligé d'aller dans un palier supérieur pour apprendre d'autres choses sans que ce soit intégré, c'est là qu'il y a de la gueule, puis c'est là que ça les intéresse, parce qu'ils ne comprennent plus rien. Non, c'est pour ça qu'il y a une différence entre le cours magistral, dans sa forme la plus traditionnelle, et l'enseignement explicite, un concept où justement on donne de l'information, et ensuite on demande aux étudiants de revenir sur ce qui a été assimilé, de faire des exercices, ensuite on va contre-vérifier, il faut qu'il y ait ça. Et là, c'est pour ça qu'on fait faire des textes écrits, qu'on corrige, la fameuse correction, on met des commentaires. Ce qui est long, c'est de mettre des commentaires. Juste mettre une note, ça vaut rien. Il faut mettre des commentaires, leur donner la chance de se reprendre un peu. C'est un va-et-vient continuel. Donc, ce que vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut donner des travaux ardus aux élèves pour les faire développer leur habilité d'une façon supérieure. Sauf que quand un élève n'a pas assimilé les principes de base, et quand il n'y a pas eu d'explication pour comprendre ces textes profonds ou élaborés, là, il y a de la misère. Moi, c'était pas l'idée de donner des travaux ardus, je parlais des lectures à faire. On parlait de Stephen King, je pense. Donc, ça, finalement, c'est une question de dosage. C'est pour ça que quand on a des groupes vraiment mal balancés, bien là, si on veut trouver un texte qui va être juste ce qu'il faut en termes de difficulté, mais c'est sûr que si on a des étudiants très très faibles qui ne sont vraiment pas préparés au niveau de la lecture, des fondamentaux que j'appelle, c'est sûr qu'eux, ils vont en arracher. Mais c'est pour ça que moi, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je leur donne jamais 50 pages à lire, jamais. D'un coup, je leur donne, disons, 10 pages à lire. Et là, je leur donne une série de questions très faciles, juste d'accompagnement de lecture, pour qu'ils fassent là, une première lecture. Et lorsqu'ils arrivent en classe, bon, je vois qu'ils ont répondu à ça, et la grosse majorité font cet exercice-là, parce qu'il y a des points quand même. Okay? Et là, à partir de ça, là, on peut rentrer dans le texte. Et là, c'est là que l'enseignement, c'est un peu la classe inversée, dans le fond, là, mais pas tout à fait, là, mais ils ont à faire un premier travail de débroussaillage à la maison, une première lecture. Cherchez les mots que vous ne connaissez pas. Essayez de tirer, même si vous ne comprenez pas tout, essayez de dégager les idées principales. Mais là, faites-vous-en pas. Si vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave, c'est même normal. Et là, nous, en classe, on va approfondir. C'est là que je rentre en action. Et là, questions-réponses, on lit des extraits, on joue des parenthèses. Donc, comme vous dites, il y a ce travail de va-et-vient. Et ceux qui ont plus de difficultés, bien là, ils peuvent venir à mon bureau. Nous, au Cégep, on a ce qu'on appelle un centre d'aide en philosophie qui s'appelle le Passoire, okay? En référence à quelqu'un? En référence à quoi? À qui? Hein? Non, le Passoire, c'est la fameuse pièce d'Aristophane, Les Nuées. Hein? Socrate, là, qui est comme une sorte de docteur Laboule, la pièce d'Aristophane, une comédie, est suspendue dans une nacelle, là, puis on le présente comme un physicien, puis il appelle ça son Passoire. Donc, les étudiants peuvent venir à notre centre d'aide, poser des questions, même avec d'autres profs, là, même si c'est pas moi qui est là. Donc, on essaie de développer des outils, mais ça n'empêche pas que, comme je le disais tantôt, il y a des étudiants qui arrivent mal préparés. Là c'est ça la difficulté, là, au cégep. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Moi,
ça m'a frappé tantôt quand vous avez dit les écoles publiques versus les écoles privées, la sélection qu'ils font, autant même rendu dans les écoles publiques maintenant, pour certaines disciplines. Moi aussi, ça m'inquiète parce que je pense que quand il y en a qui ont des forces, ils sont là aussi pour aider les autres. Et puis souvent, on fait ça du jumelage qu'on appelle avec des élèves qui ont déjà terminé leur travail, puis qui ont du temps devant eux, puis qui peuvent aider les autres. Puis je pense que dans la société aussi, on est de plus en plus individualiste. Si on va vers l'individualisme aussi déjà en bas âge, ça va être quoi pour travailler avec les autres, collaborer plus tard? Voilà. Il y a le Conseil supérieur de l'éducation qui a produit un rapport, ça fait quelques mois, qui montre justement que dans une classe bien balancée, où il y a des forts, des moyens et des faibles, ceux qui sont forts, là, ça nuira pas à leur épanouissement, à condition d'avoir une classe bien balancée. Par contre, ça va aider ceux qui ont plus de difficultés. Il va y avoir comme une sorte d'effet d'entraînement. Okay? Sauf qu'évidemment, il y a un mouvement à Montréal qui s'appelle, au Québec, là, qui s'appelle l'École Ensemble. D'ailleurs, hier, ils ont eu le soutien du Parti québécois. Aujourd'hui ou hier, ils ont eu le soutien du Parti québécois, le Québec solidaire, la CAQ, je ne sais pas, là, mais c'est pour justement qu'on cesse là, un peu là, de sélectionner, là, pas juste au niveau du privé, mais aussi au niveau du public. C'est fou, il y a des histoires là, abracadabrantes, là, des files d'attente de parents là, pour être simplement sur une liste d'attente dans des écoles publiques à projet particulier. C'est fou, là. Ça crée de l'angoisse, des tests qui durent 3 séances de tests de 4 heures pour être admis dans certaines écoles. Ça n'a plus de limite. Même il y a des maternelles maintenant qui font passer des examens, qui font une sélection. Et ça parce que justement, ils essaient de se rapprocher de l'école privée. Et le mouvement Québec, l'École Ensemble, eux, ce qu'ils proposent, c'est qu'on cesse tranquillement de financer les écoles privées. C'est pas qu'ils veulent abolir les écoles privées, mais que ce soit vraiment des écoles privées. Mais évidemment, là, ça ouvre tout un débat. Hein. Je sais que mais c'est quelque chose qui est vraiment réfléchi en ce moment, qui est remis en question, parce qu'on voit là, ce que ça provoque là, comme difficulté dans le système. Oui? Vous dites que les jeunes qui sont mal préparés, dans vos cours, qui arrivent dans vos cours, qui sont mal préparés, comment ça se fait qu'ils sont mal préparés? Parce qu'on ne redouble plus. Au primaire, au secondaire, il n'y a plus de redoublement. Puis en plus, ben moi, je pense qu'il faut donner, c'est un peu à cause aussi de la réforme, où on travaille surtout les compétences, la capacité de s'exprimer verbalement et tout ça. Là. Alors qu'il y en a plusieurs qui disent, je ne suis pas le seul, on est plusieurs à dire qu'il faut revenir aux fondamentaux. C'est quoi qui ouvre les portes du succès dans un système d'enseignement, dans le système d'éducation? C'est savoir écrire, savoir lire, décortiquer un texte. Une fois que vous savez faire ça, vous pouvez vous introduire à toutes sortes de disciplines, à toutes sortes de matières. Mais moi, je le constate, j'en parlais avec mon directeur encore dimanche. Absolument, quand je donne mon 3e cours de philo, là, mon Dieu, j'ai fait 3 cours de philo, là, on arrive avec des étudiants qui savent comment ça fonctionne, qui ont acquis des compétences, là, puis des façons d'écrire, puis des connaissances. Mais là, depuis 1 an, 2 ans, dans le 3e cours de philo, je me retrouve avec des étudiants comme s'ils étaient dans le 1er cours de philo. Ils ont de la misère à écrire, à argumenter, à mettre de l'ordre dans leurs idées. Ils ont de la misère avec le français écrit. Là, au lieu d'avoir 1 ou 2 échecs, je corrigeais un groupe encore cette semaine, là je me retrouve à 8 échecs, 9 sur 30 étudiants. Je ne voyais pas ça avant. Au 101, oui, lorsqu'ils arrivent du secondaire, c'est normal, il y a une sorte de choc d'ajustement à faire. C'est sûr que le premier cours était plus difficile, mais actuellement, après, ça va bien, il y a eu un ajustement, on leur a appris des façons de travailler, mais là, moi, je ne suis pas le seul, on est plusieurs professeurs, on constate ça. C'est parce qu'ils n'arrivent pas avec les bonnes habitudes de travail. Pourtant, ils sont censés travailler.
la recherche, la méthodologie, toutes ces choses-là, avec la réforme, n'arrivent pas avec ces acquis-là. Les gens, pour le mot de la fin, 2-3 minutes. Oh non, c'est même trop long. 2-3. J'ai pas mal fait le tour. C'est sûr que le mieux, c'est de lire mon livre, hein, où vous allez avoir les références exactes, les citations, il y a beaucoup de références. Ça touche à toutes sortes de domaines. Là. Et même dans la deuxième partie, c'est pas nécessairement des textes qui portent sur l'éducation, c'est des textes, je parle de ma grand-mère, de mon père, ses habitudes. Il y a des textes beaucoup plus personnels. Donc, c'est sûr que là, peut-être mon prochain projet, là, cet hiver là, qui s'en vient, j'aimerais ça écrire une plaquette, là, à peine 100 pages. Okay? Et j'ai déjà le titre, qui est « L'école du mensonge ». Okay? C'est le thème de toutes sortes de mensonges qu'on se raconte à nous, là, à propos de nos étudiants sont-ils bons. On a un système merveilleux. On aime ça, se péter les bretelles, mais dans le fond, là, regardez les faits, là, il y a tellement de choses. Là. Vous vous rappelez le dossier qu'il y a eu là, sur le fait qu'on faisait monter les étudiants à 57, là, ça a fait scandale, mais voyons donc, tout le monde était au courant de ça. Et là, d'un coup, on fait semblant d'apprendre quelque chose de nouveau. Là. Tout le monde est au courant que, même au cégep, il ne faut pas mettre une note entre 57 et 60, là, ça crée trop de problèmes. Donc, on demande ou on suggère fortement à l'enseignant de soit que tu le montes à 60 ou tu descends-le à 55 parce que sinon il y a des contestations. Puis... Mais bon, il y a de la pression qui vient de partout. Hein. On veut qu'il y ait un taux de diplomation. Hein. Le ministre, c'est avec ça qu'il se gargarise, hein, le taux de diplomation. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On donne pas. Est-ce qu'on donne des diplômes? Est-ce qu'on les fait monter parce qu'on sent qu'il y a une pression, qu'il y a un œil sur nous, qui nous surveille? Donc l'école du mensonge, ça va dans plusieurs directions. Ça renvoie à tout ce qu'on disait dans les écoles qu'on appelle la ségrégation scolaire, le fait qu'on n'a plus de redoublement, ou presque. Okay? On fait monter les étudiants, la qualité du français, il y a un paquet de choses là, sur lesquelles j'aimerais développer. Là, mais bon, merci beaucoup, bon. les gens. Okay. C'est la suite.